Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du A9 III. Donc c'est pas un test, c'est pas une review, j'ai pas l'appareil photo avec moi. D'ailleurs, personne n'a l'appareil photo avec lui parce que, à part certains testeurs français ou youtubeurs qui ont eu accès à deux endroits différents, me semble-t-il, ou à plusieurs autres, au boîtier pendant 3 heures à peu près, eh ben, il n'y a aucune unité de test qui tourne. En gros, ils l'ont annoncé super rapidement. Les créateurs n'étaient pas au courant. Et puis voilà, enfin les créateurs ou les ambassadeurs n'étaient pas au courant. Et donc le boîtier apparemment même les boîtiers de test arriveront pratiquement juste avant la sortie du boîtier. Donc ça va être compliqué, hein, comment les précommandes. Faut précommander l'appareil photo en sachant pas ce qu'il fait. Surtout sur un point dont on va parler juste avant que j'aille sur les caractéristiques techniques du boîtier. Parce que voilà, ce qui est une petite révolution, c'est qu'on a le premier capteur global shutter sur un appareil photo, hein, à savoir qu'on en a déjà sur certaines caméras. Mais voilà, c'est une petite révolution en photo. Et si ça n'a jamais été fait avant, c'est parce qu'on a certains petits problèmes. Donc déjà, pour expliquer comment ça marche, nos capteurs habituels, que ce soit du A1 jusqu'à la 7R5 par exemple, sont des capteurs rolling shutter avec une lecture plus ou moins rapide. Ce qu'avait créé Sony avec le A1, ou avec le A9 surtout, avant, c'est un capteur qui a de la mémoire embarquée pour pouvoir lire beaucoup plus vite ces lignes ou pouvoir les lire indépendamment pour que ce soit beaucoup plus rapide. Sauf qu'on avait quand même un scan sur une ligne, tandis que maintenant le capteur lit absolument tout en même temps. Et donc il a, à mon avis, une unité qui sert comment dire ça, à lire les informations beaucoup plus rapide que n'importe quel capteur qui existe. C'est pour ça qu'il y a des prouesses techniques sur le boîtier tout en ayant les mêmes processeurs que les anciens boîtiers Sony, enfin depuis la 7S3. Donc c'est une petite perf de ce côté-là, et on va voir dans les caractéristiques ce que ça donne. L'inconnu, c'est que si on n'a jamais utilisé de Global Shutter avant, c'est qu'il y a certaines limitations en qualité d'image, et apparemment la dynamique pourrait en pâtir. Et là on va voir, quand on regarde dans les caractéristiques, qu'il y a certaines limitations dues au capteur qui n'étaient pas le cas avant. Et donc voilà, il faudra attendre sûrement les tests pour savoir la qualité d'image de ce capteur. Donc c'est là où il y a une certaine zone grise, il va falloir faire attention avec ce boîtier. Donc on va passer sur le site Sony. Hop, je vais mettre ma petite tête ici. Je vous montre ça parce que, en fait, vous pouvez pas directement trouver la 9.3, je ne sais pas pourquoi, mais après, il est aussi enterré dans le site Sony de manière un petit peu compliquée à trouver. Pas au début, mais voilà, vous pouvez vous faire avoir. Donc, allez directement chercher Sony. Vous allez sur le site Sony. Vous allez chercher les produits, les boîtiers, du coup, les appareils photo. Voilà, ça. Objectif interchangeable. Voilà, jusque-là, ça va, vous avez à peu près compris. Sauf que là, vous l'avez pas. Ce qu'il faut faire, du coup, c'est aller dans type E, 35 mm. Et là, on a le Hills 9 Mark III qui apparaît avec un prix indisponible. Alors, il est déjà, par exemple, chez Digit Photo. Et ça pique un petit peu, hein. Voilà, c'est 200 € de moins, ou 250 € de moins, qu'un A1, mais après, à part le fait d'avoir que 24 millions de pixels, voilà, c'est aussi une limitation, je pense, de cette génération de Global Shutter, à la première, c'est de ne pas avoir 50 millions de pixels. Donc il y a déjà des gens qui disent que c'est un appareil photo de niche. Je vous garantis que non, il y a plein de gens qui vont vouloir cet appareil photo-là, parce qu'il a des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Ah, je n'ai pas vu que ma lumière c'est éteint ici, mais c'est pas grave. Et donc on va voir les caractéristiques. Donc voilà, on se retrouve ici en savoir plus. Voilà, donc on a un obturateur global, donc global shutter, je préfère mieux dire ça. Voilà, bien évidemment, pas de blackout. Et on va voir le viseur qui n'a aucun problème à être à 120 images par seconde avec la même qualité d'image, donc toute la définition de la dalle 9,436 millions de points. Donc ça c'est très agréable. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Donc bien évidemment, voilà, on est chez Sony, donc on n'aura pas plus que de la 4K, alors que par exemple le F5 de X qui me filme ici est capable de faire de la 6K. Mais il la fait pas puisque là je suis sur mon switcher en 1080p que je vais remettre en 4K. Hop.
Donc voilà, on a la nouvelle génération de capteurs et c'est montré en image que voilà, là le capteur est lu dans un sens, il vous l'indique pas, mais il est lu dans un sens et vers le bas, ou plutôt l'inverse, hein, puisque les capteurs sont inversés, par exemple, parce que quand on regarde dans un appareil photo avec la convergence des rayons, et ben, tout est à l'envers, bon, c'est pas grave, mais du coup là on va avoir tout qui est enregistré absolument en même temps, donc voilà, c'est expliqué ici. Et on peut aller jusqu'à 1,80 millième de seconde. Et on n'a plus besoin d'obturateur mécanique sur un boîtier comme ça. Je pense qu'il y a encore pour pouvoir se fermer, mais je suis pas sûr qu'il soit très intéressant, puisqu'on est limité à 1,8 millième de seconde. D'ailleurs, ils n'en parlent pas vraiment dans les spécifications. J'aime pas dire spécifications. Caractéristiques techniques. Caractéristiques. Et voilà, on a un viseur sans blackout à 120 images par seconde. Alors après, hein, qu'on se le dise, hein, plus on a un nombre d'images par seconde élevé, moins on aura de blackout de toute façon. Mais voilà, comme le capteur est global shutter, si vous avez compris, eh ben, on n'a pas de rolling shutter. Et on a 120 images par seconde avec, voilà, vous allez vous dire, ouais, 120 images par seconde, c'est énorme. Mais en fait, chaque rafale est mise dans un dossier. Et en fait, pour que ce soit plus facile d'extraire des photos, vous avez une espèce de... Ça se lit comme une espèce de petite vidéo et vous pouvez sélectionner photos à extraire à l'intérieur de ça et c'est beaucoup plus simple au final, même si ça reste quand même une tannée d'avoir 101 photos. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a un petit... Ah d'ailleurs, il n'est pas mis ici, attends. On le voit ici, là, mais je sais plus où je le voyais. On a un bouton qui s'appelle C5, un nouveau bouton custom, qui est autour de la monture, donc tout le monde ne pourra pas y accéder, c'est un petit peu dommage. Et ça permet en un instant, donc ça augure une nouvelle fonction qui est de passer directement 120 images par seconde en appuyant sur le bouton. Donc si vous voulez faire une rafale standard et d'un coup vous vous dites « Ah, il faut que je prenne le moment », et ben là vous pourrez juste mettre 120 images par seconde quand vous voulez. Et donc c'est vraiment une petite caractéristique qui peut avoir son gros avantage, surtout que maintenant on a le pré-shot, ben, c'est pas dit pré-shot, d'ailleurs on peut prendre des photos une seconde avant le déclenchement de l'appareil photo, toujours avec ses 120 images par seconde. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose. Du coup, c'est sur d'autres appareils photo, mais le fait d'avoir tout ce package et d'avoir la possibilité d'avoir le RAW complet à 120 images par seconde, voilà. Peut-être que sur 24 millions de pixels, mais en termes d'utilisation, il n'y a pas mieux aujourd'hui, et c'est ça qui va faire la différence avec ce A9 III. Mais encore une fois, il faudra voir si la qualité d'image est au rendez-vous. Donc on a les mêmes processeurs que d'habitude, et ce nouveau, bien évidemment, capteur, qui doit être ce qui fait que les processeurs marchent beaucoup plus vite, hein, parce que si vous ne le savez pas, sur du capteur empilé, ou du global shutter, on a aussi de la mémoire embarquée pour pouvoir justement enregistrer ces images beaucoup plus rapidement. Et donc ça fait que la puissance générale du boîtier en termes de calcul est beaucoup plus importante que sur n'importe quel autre boîtier qui aurait les mêmes processeurs. Donc il faut bien se dire ça aussi. Hop, donc BIOS XR, donc 8 fois plus rapide que les générations précédentes, hein, si vous ne le saviez pas. Hop, on peut avoir du RAW composite aussi, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc en fait ça sert à... Je sais pas s'il y a du RAW pour faire de la haute définition là-dessus, je pense pas. Sony préfère laisser ça à la 7R5, mais ici le RAW composite c'est pour enlever le bruit. Donc c'est un peu comme du stacking en fait, en gros de photos d'étoiles, sauf que là c'est fait avec, comme le capteur peut lire très rapidement, vous prenez une photo, enfin plein de photos, et donc faut pas que le modèle bouge du coup par exemple sur cet exemple là, mais ça enlève pratiquement tout le bruit apparemment. Voilà. Et donc vous avez un nombre de photos en fonction évidemment de ce que vous voulez faire. Donc encore une fonction qui peut être très intéressante, notamment lorsque vous êtes sur pied, ou même si ça marche en portrait. Il y a, comment dire ça, pas de raison de ne pas l'utiliser. Après, bien évidemment, ça dépendra de votre vitesse, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire, comment dire ça, quelque chose de très rapide si vous avez une vitesse d'obturation qui est par exemple en dessous de 1 centième. On a la nouvelle stabilisation qui était augurée sur le A7R5. Donc on a ces 8 stops, hein, à savoir qu'il y a du coup pas beaucoup d'appareils photo qui ont cette nouvelle stabilisation, parce que par exemple le A6700 n'a pas eu de version APS-C de cette stab, donc c'est toujours aussi entre guillemets mauvais que ce que faisait par exemple un A6600, j'allais dire un A6400, mais ça n'a pas de stabilisation.
Et donc voilà, on a 8 stops, donc au moins en photo, ce sera beaucoup plus stable. Après en vidéo, apparemment c'est discutable, mais c'est censé quand même être bien meilleur que ce qu'on avait avant chez Sony, puisque Sony n'a jamais été réputé avoir une très très bonne stabilisation, notamment en vidéo. Voilà. Hop. Sans voile noire, donc sans blackout, la traduction. Donc voilà, ça, si vous avez jamais utilisé un boîtier comme ça, j'ai mon R3 qui est en dessous. C'est vraiment, c'est ça qui est vraiment très agréable, c'est que voilà, vous voyez instantanément ce qui se passe sans, comment dire, ça avoir ce problème, par exemple, qu'ont les A7R5 et A7 IV, de prendre une photo et en fait vous voulez suivre votre sujet, par exemple si vous faites de la photo de filet ou de choses qui ont besoin d'avoir une vitesse d'obturation plus élevée, mais pas beaucoup plus élevée que ça, par exemple dans les 1/320 de seconde, par exemple pour des avions hélices. Et bien, si vous avez du blackout, vous n'arrivez pas à suivre l'avion, puisqu'en plus, vous avez un délai entre, comment dire ça, l'image n'est pas forcément exactement instantanée. Donc, si vous avez pas de blackout, et ben, vous êtes garanti d'avoir bien plus de photos nettes. Donc, mais rien que ça, et ben, ça mérite de coûter plus cher. Bon, peut-être pas aussi cher que ça. Euh, Même si j'ai un R3 qui coûte 6 000 €, mais voilà, ça faut quand même l'avaler les 7 000 €, parce que bah, en ce moment il n'y a aucun boîtier à part les Sony qui coûte ce prix-là. Puis voilà, en 35 mm, accélérateur de rafale, tata. Voilà, c'est ça, c'est ce bouton, accélérateur, le speed boost comme il l'appelle. Et donc là, on a la façon dont marche l'autofocus, enfin la détection avec ce processeur spécifique. Hein, donc ça vient plus rechercher dans les processeurs de base. Donc du coup, ça doit aussi économiser de la puissance de calcul. Et du coup, bah, ce que ça fait, c'est une intelligence artificielle parce que au final, c'est des algorithmes qui ont appris des milliers de photos pour pouvoir savoir dans quelle position est un être humain et faire cette espèce de squelette et comprendre comment ça marche. Et du coup, maintenant, bah, depuis la 7R5, Sony avait déjà le meilleur autofocus de base, donc en termes de d'accrocher quelque chose simplement et de suivi sans détection de sujet. Bah, maintenant, eh ben, il n'y a plus rien à reprocher à cet autofocus qui est vraiment pour moi le meilleur qui existe. On a sur une couverture de 95,6, voilà c'est ça, donc comme on est toujours sur de l'AF de phase avec de l'AF de contraste, donc selon les côtés on a quand même, je crois, de l'AF de contraste, mais on sera beaucoup plus précis là où on aura nos collimateurs de phase, à savoir que par exemple un A7R n'a pas tous ces collimateurs là. C'est à peu près 60% qui est couvert. Donc voilà, on est vraiment large, hein, parce que pour faire le focus juste là, il faut vraiment avoir un petit problème. Donc ça marche de ce côté-là. Hop, donc voilà, reconnaissance d'un grand nombre de sujets. Personnalisé. Ah oui, c'était ça que je voulais voir. En gros, je sais pas si c'est comment le suivi que où vous pouvez changer la taille. Donc faites le point sur ce dont vous avez besoin grâce aux zones de mise au point XL et XS. XS peut être utile en photographie animalière pour éviter les branches au premier plan. Alors c'est juste un point précis, c'est ça que j'arrive pas à déterminer. Est-ce que c'est le suivi qui peut s'initialiser sur quelque chose de plus petit? À mon avis, j'espère que dans des tests, ils vont en parler. Donc en janvier. Et voilà. Et donc voilà, il montre la supériorité de la détection de sujet. Par exemple, vous pouvez avoir des barres devant, il va quand même détecter le sujet. Et contrairement, et l'intelligence de cet autofocus, apparemment, c'est que même si vous avez une détection, en général, il va prendre ce qui est le plus proche. C'est comme ça que marche l'autofocus de phase, mais apparemment, le Sony A9 III est assez intelligent pour comprendre que, par exemple, la barre n'est pas censée être là, donc il va quand même faire l'autofocus sur quelque chose qui est derrière les obstacles. Donc à voir si c'est vraiment efficace, hein, mais si ça l'est, c'est vraiment assez génial. Et maintenant, on va aller vraiment dans les spécifications, ou comme j'aime dire, les caractéristiques. Donc voilà. Ah oui, si vous ne le savez pas, ça fait partie du programme de comment dire, Road to Zero, donc le moins d'empreinte écologique. Donc lorsque vous recevez vos boîtiers depuis la 7.4,
vous avez l'impression que c'est réemballé. Non, en fait, c'est juste écologique. Il y a une boîte une partie en carton, il y a très peu de plastique dedans, c'est normal. Et le plastique, c'est du... Je sais plus comment ils l'appellent, c'est une espèce de plastique un peu plus économique, recyclé, comme sur cette A7 IV. Donc ça change un petit peu la texture de ce qu'on avait par exemple sur un A7 S3. D'ailleurs, ça couine un petit peu, mais en termes de solidité, j'ai pas vu de problème avec ça. Donc voilà, c'est plus écologique apparemment. Donc s'ils sont engagés sur un programme, j'imagine que c'est contrôlé. Et puis voilà. Donc on va aller dans les caractéristiques techniques. Donc, bien évidemment, c'est un appareil photo plein format 35 mm type E avec un capteur de 25,2 millions de pixels, donc avec des pixels qui sont extraits par-ci par-là pour faire à la fois l'autofocus et plein d'autres choses différentes pour passer à 24,6 millions de pixels. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour savoir pour votre oversampling, eh ben vous avez le nombre de pixels qui est utilisé pour la vidéo, à savoir 20,3, ce qui serait exactement la même chose lorsqu'on est en 16 neuvième sur le Lumix S5 Mark II, parce que ce qui va être dommage avec la 9.3, c'est que, comme toujours chez Sony, on a toujours que de l'Ultra HD, alors que voilà, on aimerait bien avoir de la vraie 4K à 4096 ou avoir par exemple de l'OpenGate, mais c'est pas encore au programme chez Sony. Alors il reste que c'est une très très bonne qualité d'image et vous pouvez changer le ratio, mais voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir ça. Donc on commence par le système anti-poussière. Donc voilà, on a un rideau. Donc je sais pas s'ils ont gardé au final l'obturateur. Je pense que oui, qui sert pour pouvoir bloquer. Et l'obturateur électronique. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Hop, si vous avez vu un A9 III. Donc on a JPEG AIF. Donc, si vous ne savez pas la différence entre les deux, c'est que le JPEG c'est plus vieux que le AIF tout simplement. Le HEIF il est basé sur le MPEG-H ou le H265, alors que le JPEG c'est le l'H264, donc c'est des images fixes faites à partir de codec vidéo. En gros, voilà. Donc là on est en 4.2.0. Et là on peut être 8 bits, là on peut être en 10 bits 4.2.0 et 10 bits 4.2.2, donc une plus grande profondeur de couleur, même si c'est compressé de la même façon qu'une vidéo. Sauf que on n'a pas encore trop de support sur l'HEIF, donc voilà. Mais à terme, ça permettrait d'avoir quelque chose d'un peu meilleur. Donc après, si vous y croyez, c'est bien. Surtout que c'est intégré maintenant dans des appareils photo. Mais je suis pas sûr que ça va supplanter le JPEG. Par exemple, le JPEG 2000 n'a jamais réussi à faire ça. Et on a le RAW, RW5 de chez Sony. Donc je sais pas si c'est un nouveau RAW. Je sais pas si c'était déjà le cas sur le... Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Et on est sur d'une définition spatiale qui est équivalente à n'importe quoi qui fait 24 millions de pixels. Donc voilà, c'est que 24 millions de pixels. Moi, le seul truc où j'en ai marre, c'est que tout fait 24 millions de pixels pratiquement sur le marché. Ils pourraient pas être un petit peu innovants, ils n'auraient pas pu faire comme sur les APS-C 26 ou un truc dans le genre. Mais voilà, toutes les fonctions qui vont être dessus, comme je vous l'ai déjà dit déjà là, ça justifie son prix. Surtout le fait que ce soit une vitrine technologique pour un nouveau type de capteur, dont on ne sait pas encore les qualités et les défauts. Mais voilà. Donc en compression, comme d'habitude, on a de l'H264, de l'H265, donc répartis avec de l'XAVCS et de l'XAVC-HS, donc qui sera l'H265. Et dans l'XAVCS, on a une version compressée Longop, qui est l'XAVCS. Donc c'est XAVCS, XAVCS. Et le SI, ce sera la version All-Intra. Le XAVC-HS est en Longop, mais c'est de l'H265, donc on aura un bruit qui est meilleur. Donc voilà, si vous travaillez dans des situations où vous voulez moins de bruit et avoir des fichiers plus petits, eh ben, ce sera, comment dire ça, bien d'avoir voilà, cette XAVC-HS, donc HEVC H265. Hein. À savoir que si vous ne savez pas pourquoi il y a HEVC H265, c'est juste les fabricants qui ont décidé d'avoir une nomenclature différente. Hein. Donc ça c'est MPEG, et ça c'est l'éditeur donc j'ai perdu le nom, il faudra que je le retrouve. L'éditeur qui a choisi d'appeler ça H265, mais les deux sont en rapport. Et puis voilà, mais c'est marrant d'avoir les deux noms. Et c'est pareil pour H264 et AVC.
Hop. Et donc voilà, on a comment, une performance en bruit qui est très très bonne, avec des fichiers qui sont plus petits. Le désavantage, c'est que si vous avez une version comment, un petit peu vieille de logiciel de montage, ce sera très difficile de lire ça correctement, parce qu'aujourd'hui, les ordis arrivent très très bien, par exemple Premiere arrive très très bien à lire l'H265, surtout l'H265 des Sony, parce que le nombre de mégabits par seconde est plus faible par exemple que chez Canon, et on n'a pas forcément besoin de 1600, enfin de 500 mégabits ou 1000 mégabits, parce que c'est le problème de Canon, c'est que c'est de l'H265 All Intra avec un débit très élevé. Là ça marchera plutôt très très bien, et aujourd'hui, enfin voilà, par exemple mon ordi ne doit plus coûter très cher. On est minimum sur du 16 Go de RAM et des cartes graphiques et des processeurs qui sont plutôt corrects. Donc le H265, c'est pour moi le format de l'avenir. Et voilà. Après, on a quand même l'All Intra sur l'H264. Donc c'est à ça qu'il faut penser avec la version SI. En format audio, on a du LPCM. Donc on n'a plus que du LPCM maintenant, puisque avant on était hop, sur un autre type de format. Donc ce qui a remplacé plus ou moins le MP3, mais je me souviens absolument plus du nom. C'est dommage. Mais c'était le format audio de base du MP4, du point MP4. Mais maintenant c'est du point MP4, mais en LPCM, 16 bits ou 24 bits. À savoir que le 24 bits, c'est normalement accessible avec le XLR4M, à moins que depuis la 7R5, ils aient fait comment ça a été mis à jour. Mais pour moi, sur le A7 IV, je peux accéder que déjà au LPCM avec le XLR4M et au 24 bits avec le 4M. Donc à voir si c'est vrai ou pas, mais faites attention avec ça. Donc on a les formats qui sont pas très développés, hein, parce qu'on a que du Ultra HD et de la FHD. Voilà, donc Full HD qui va être ici et ici. Donc, en premier, on a le HS, donc la version H265, HEVC H265, donc MPEG H. Et donc, en fait, vous allez avoir les mêmes nombres de mégabits par seconde, mais il faut faire attention parce que comme c'est plus compressé et que ça utilise des algorithmes, comme c'est du long hop, des algorithmes de prédiction et tout le team, et ben en fait, 200 mégabits par seconde ne sont pas comparables à 200 mégabits par seconde du XAVCS. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ils continuaient à mettre les débits, parce que c'est pas comparable. Et là, lorsqu'on passe sur le SI, au final, on a le débit maximum qu'on peut avoir à l'enregistrement sur ce boîtier, à savoir que, comme vous voyez, on ne peut pas avoir le 120 images par seconde en XAVC SI. Et si vous avez remarqué, ils choisissent d'avoir, le nombre de mégabits par seconde, plus un 0, lié à la fréquence d'image. Donc voilà, 60, ça fera 600, 50, 500, voilà, vous avez compris. Et donc voilà, c'est plutôt confortable, hein. Et moi ce que j'adore chez Sony, c'est que malgré le faible nombre de mégabits par seconde, hein, parce que là ils trouvent que c'est un exemple pour dire que certaines caméras ou appareils photo comme le S5 Mark II X sont bien meilleurs. Et ben, je trouve que la manière d'oversampler leur image et le lien avec ça permet d'avoir des fichiers très très facilement lisibles, qui prennent pas de place et qui sont, très très intéressants. Donc voilà, c'est, des formats très très bons, hein, à savoir que l'intérêt de l'XAVC-SI, c'est qu'on est en All Intra, donc toutes les images, il n'y a pas d'algorithme de prédiction qui est employé, donc il n'y a pas besoin de reconstruire en fait l'image, donc on aura le montage le plus simple avec ça. On n'aura pas besoin d'avoir des ordi super puissants, par contre on aura besoin de disques, puisque du coup comme on n'a pas d'algorithmes qui vont faire en sorte de sortir une image avec moins d'informations, et ben là bien évidemment on enregistre plus de données et factuellement ça prend plus de place. Et puis voilà, donc on a une version HD pour le XAVCS et SI, donc les versions H264, mais on n'en a pas pour l'H265. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils n'ont pas payé la licence pour faire ça, parce qu'il me semble que
on est capable de faire de l'H265 1080p. Peut-être que Sony a trouvé ça pas très intéressant. De même, je crois qu'il manque comment dire ça, des fréquences d'image lorsqu'on est en XAVC-HS encore. Donc bien évidemment, on va avoir le 10 bits pour les 120 images par seconde, et les 120 images par seconde sont en plein format, donc pas de crop, ni comme sur la 7S3 de 10%, ni les crops énormes qu'on a sur le FX30, sur la FX30 ou sur le Sony A6700. Donc c'est vraiment très agréable, même si c'est du pixel binding, donc on aura quand même moins de qualité qu'en 60p qui est, elle, oversamplée. Donc voilà, c'est le seul appareil photo Sony qui fait ça, qui fait de la 4K 60 plein format oversamplé. C'est dingue de se dire ça. Alors que le R3 le faisait déjà depuis un moment, et que le R6 Mark II le fait aussi, hein. Pour rappel, la 7 IV le fait en APS-C, donc il compte pas dans le mix. Donc du coup, en fréquence d'image, on a 119, donc les 120, 100 images par seconde, 60, hop, 50, donc là, jusque là ça va, avec des débits différents. Hop. Et on a pas 30 images par seconde, voilà. C'est ça qui est assez marrant. On n'a pas 30 images par seconde. J'avais compris pourquoi. Donc tous les autres, on a 24, enfin 24, oui, 23, 98, 30, 50, 59, 94, mais là non. Donc voilà, si vous voulez faire du 30 images par seconde, ce sera jamais en H265, et c'est le cas depuis la 7S3. Donc je sais pas s'ils font juste un copier-coller de leur format vidéo, mais on n'a pas ça ici. Bon, voilà, je vais pas m'étaler non plus. Il y a tout ce qui est en HD ici, toujours dans le même format, hein, du 16 neuvième. Puis voilà, que du 16 neuvième sur les Sony tout le temps. Donc fonction vidéo, on a le SNQ qui reprendra les spécifications qu'on a au-dessus. Donc ça mériterait dans les caractéristiques techniques de dire qu'on peut aller de une image jusqu'à, à mon avis, 120 en ralenti. Voilà. Et du coup, ce qui est bien avec le 120 images par seconde, ce que j'aime bien aussi sur la 7S3 en 4K, c'est qu'on peut faire de l'hyperlapse très très élevé en prenant, comment dire ça, une photo par seconde et en le remettant en 120 images par seconde après. Voilà. Donc du coup, système de mise au point, oui j'ai eu un petit bug. Hop. Donc on a je vous l'ai déjà dit, on a un des meilleurs systèmes de mise au point qui existe, ou le meilleur même pour moi. Donc on a la détection, en fait ce que je me rappelle du coup, c'est que on va avoir la détection qui va être sur les humains, animaux, oiseaux, voitures, trains et tout ça, sauf que on a apparemment des groupes aussi, on peut faire oiseaux, animaux, donc ce qui est souvent le cas, donc ça peut permettre de rapidement régler un réglage autofocus qui vous n'avez pas besoin de dire est-ce que je vais prendre des oiseaux ou des animaux, voilà, ou est-ce que je vais pas devoir changer à chaque fois. Là il est censé pouvoir faire les deux en même temps. Donc je ne vais pas rester là-dessus. Voilà, il y a un truc, voilà. Comme vous voyez ici la sensibilité, il y a un truc assez étrange, et c'est ça le genre de petit, comment dire ça, est-ce que la qualité d'image sera là et tout ça, c'est que je pense que le Global Shutter a limite la qualité ou le range d'ISO où on aura la qualité qu'il faut, comme il faut. Parce que normalement les capteurs Sony commencent à 100 ISO, là on est à 250 ISO pour un 24 millions de pixels, et on termine à 25 600 ISO, hein, alors que un A7 en 4 c'est 102 400 ISO. Et il peut aller jusqu'à 204 000 ISO. Ouais, donc là on se dit, voilà, on a 33 millions de pixels qui peut faire des ISO très très élevés, et ici on est quand même très très limité, hein, avec des ISO extensibles jusqu'à 51 200. À savoir qu'on n'est pas loin de la plage utilisable de l'A1 au final. Donc voilà, il faudra vraiment guetter ce sujet de la qualité d'image. Et c'est un petit peu étrange du coup. Donc du coup, on peut aller jusqu'à 125, mais 125 ce sera forcément une interprétation logicielle, donc pas forcément des vrais bons ISO de base. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez utiliser ça.
Le viseur, bah, c'est le génial 9,437 000 points. Voilà, il n'y a plus rien à dire là-dessus, hein. C'est comment une dalle qui est à la fois définie et grande. En fait, c'est ça surtout l'intérêt que ça va avoir, c'est que le viseur étant plus grand, on va avoir moins, enfin tous les avantages liés à ça et des optiques qui pourront permettre, par exemple, ici le grandissement à 0,90, à savoir que du coup, c'est le plus grand viseur d'appareil photo 35 mm, puisque les Fujifilm moyen format, surtout le dernier, a un nouveau viseur à x1 me semble-t-il, avec la même dalle. Et donc on a un mode 60-120 images par seconde, et bien évidemment on a un mode 50-100, et apparemment même un 200 images par seconde, et on a même 240. Donc en fait maintenant la qualité d'image est la même à 120, et c'est à 240 images par seconde qu'on aura une image qui sera en piqué, détériorée, puisqu'on n'aura plus le même nombre de points comptés dans le viseur. Et du coup, ici, c'est la même chose, on va jusqu'à 200. L'écran arrière est un écran LCD de 8 cm, donc type 3,5. Donc, c'est important de le dire, parce que pendant très longtemps, on n'a eu que des écrans 4 tiers, même encore autant de l'hybride. La définition est pas mal, c'est pas exceptionnel par rapport à ce que font d'autres concurrents, hein. Si vous prenez un R3, c'est 4 millions, et ici, c'est 2 millions. Et le viseur du R3 est plus grand, me semble-t-il. On a un écran bien évidemment tactile avec le nouveau système. C'est ça qui est génial. On a le système de la 7R5 où on a un écran qui peut se retourner, mais à la fois on a un écran qui peut juste se basculer. Donc ça c'est assez exceptionnel. On peut avoir à la fois les avantages qu'on avait sur les appareils photo qui n'avaient pas d'écran orientable, et à la fois on peut se filmer. C'est vraiment très bien, ou filmer dans des angles improbables, ce qui est vraiment assez cool. Donc là on a les effets que je trouve pas très intéressants, surtout sur un boîtier professionnel. Mais vous pouvez voir ça ici. On a le Clear Image Zoom. Voilà. Donc le Clear Image Zoom, c'est ce zoom qui vous permet d'avoir très peu de pertes, et d'avoir quand même la définition dans 4K, donc 1,5, donc faire un crop APS-C au final c'est pas mal, et rester en 4K, enfin en zoomant dans l'image, hein, et en HD d'avoir le x2, donc c'est pas mal. Et maintenant on a, alors que c'était pas le cas avant la 7R5, on a la capacité d'avoir l'autofocus qui continue à marcher lorsque on est en clear image zoom, la détection et tout ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et en image fixe, on peut aussi faire un espèce de faux téléconvertisseur en clear image zoom, à voir si ça a un intérêt au final en termes de qualité. On a une vitesse d'obturation qui va jusqu'à 1,80 millième et 30 secondes. Hop. Et en vidéo, on va jusqu'à 1 seconde. Et la synchronisation du flash, maintenant, il n'y a aucune limite. Voilà, c'est le global shutter. Donc, vous pouvez synchroniser vos flashs comme vous voulez. Ce qui va permettre aux photographes faisant du flash d'avoir beaucoup plus de possibilités et utiliser leur imagination dans n'importe quelle situation, parce que maintenant, ils vont pouvoir prendre des choses rapides sans se poser de questions, hein, justement. Et donc, c'est vraiment pas mal. La stabilisation d'image, donc je l'avais déjà dit, sur 8 stops. Donc, normalement, ça sera bien de ce côté-là. Hop. Donc je vous laisse lire ça. Lecteur. Interface. Donc l'HDMI permet d'avoir une sortie comme ça. Donc 34. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. Il ne peut pas aller en 120 images par seconde. Donc on peut avoir du RAW 16 bits. Ça sort. Ce qui est marrant, c'est que c'est dit comme du RAW 16 bits, mais ça sort du RAW 12 bits. En fait, à mon avis, c'est l'échantillonnage du RAW qui est fait sur 16 bits pour être censé avoir donné beaucoup plus de de profondeur de couleur, donc ce soit plus correct même à 12 bits. Voilà, donc voilà, c'est le RAW qui est assez étrange, hein. On a un capteur qui fait 6000 par 4000. Pourtant, le RAW, depuis la 7S3, il fait du 4672 par 2628. Voilà, c'est étrange. C'est un RAW, mais ça fait pas le format de capteur natif. Ce qui est
bizarre parce que sinon c'est plus un RAW. Je sais pas quoi dire du coup de ce côté-là, et si vous savez pas à quoi peut servir un RAW vidéo, et ben en fait on se passe de la du traitement de la bande passante qui mouline un petit peu tout, hein, et qui enlève des couleurs dedans. Euh, je vous rassure, hein, c'est pour les recalculer après pour que la bande passante soit beaucoup plus rapide. Donc si on appelle ça YCBCR, donc c'est bleu-rouge. Euh, et donc ça veut dire que il y a une couleur, il y a le vert en fait qui n'est pas inclus dedans et qui est recalculé derrière. Ou je sais plus. Enfin, je sais plus si c'est quelle est la couleur manquante, mais en tout cas, grâce à un calcul mathématique, il y a la couleur manquante qui est calculée à partir des autres couleurs. Donc c'est pour ça que le sampling ici, donc du nombre de couleurs choisies ou prises dedans, parce qu'en fait, il prend pas forcément tout, a son importance, et que si on a du 4-4-4, eh ben, on retrouvera la couleur la plus fidèle possible, alors que si on a du 4-2-0 ou du 4-2-2, eh ben, il se peut que la couleur manquante qui est recalculée, elle soit moins précise, vu qu'on a un échantillonnage de couleurs qui est plus faible. Hein. Puis voilà. Mais je vais arrêter de parler là-dessus, il faudrait que je fasse directement une vidéo spéciale sur ça, donc on va passer. Donc la diffusion USB, comme sur les Sony modernes post-A7 IV, on a la capacité maintenant de faire 30 images par seconde en Ultra HD, alors qu'avant on faisait du 15 images par seconde, donc ça donnait cet aspect webcam, mais vieille webcam. Et c'est assez bizarre d'avoir un aspect vieille webcam tout en ayant une définition très très élevée lorsqu'on est en live ou en meeting ou n'importe quoi. Et ce système-là, ce qui va être intéressant, c'est que vous mettez votre boîtier en USB-C, et il va vous demander comme d'habitude si vous voulez que ça devienne un lecteur, si ça devienne l'appareil photo qui est vu par l'ordinateur, ou si ça permet de faire du live. Voilà, donc c'est directement indiqué sur l'écran lorsque vous le branchez, et c'est super. Donc la batterie, c'est la FZ100 comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un chargeur avec? On ne sait pas. On va voir ça après. Je ne sais pas s'ils font le contenu carton. Donc FZ100, 400 prises de vue, 90 minutes avec le viseur. Ouais. Et 90 minutes. Et ça dure, je pense que ça dure un peu plus longtemps au final. Donc bien évidemment, chez Sony, on a de la power delivery en 15 watts, donc 5 volts, non, 5 volts 3 ampères, oui c'est bien ça. Boîtier 617 grammes. Hop. Contenu de la boîte, voilà, c'était ça que je voulais. Donc on a la batterie, le chargeur de batterie, voilà. Donc c'est bien, c'est un appareil photo professionnel. Remarque, je dis ça, mauvaise langue, hein, sur les gammes semi-pro, donc si on prend la 7S3 ou normalement la 7R5, on a aussi le chargeur. Mais pas lorsqu'on achète la 7 IV. Je suis en train de regarder le Panasonic, pas quand on achète la 7 IV. Hop. Donc là, on a une reprise de ce qu'on avait avant. Je sais pas s'il y a des trucs dont je n'ai pas parlé sur le boîtier. Je pense que si. Hein. Oui, stable, tout, voilà. Synchronisation du flash. 4K 120, sans recadrage. Donc comme je vous l'ai dit, en pixel... je vous l'ai pas dit, si. En pixel binding, pas en oversampling. C'est que jusqu'à 60 images par seconde. En oversampling. On a ah oui, on a aussi la stabilisation dynamique active avec ça. Donc on a la stabilisation qu'on a sur le ZV-E1. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très très cool. Hein. Donc moyennant un certain crop, hein, bien évidemment, qui est plus élevé que la stabilisation active, mais qui est plus efficace aussi. C'est pratiquement comme si vous étiez vraiment, pour le coup, même si j'aime pas dire ça, sur un gimbal, parce que techniquement, c'est pas deux stabs qui ne marchent pas du tout de la même façon, donc c'est pas possible qu'elles soient comparables. Mais ce que je voulais dire par là, c'est surtout qu'elle est vraiment très très stable, et plus stable que absolument n'importe quoi. Même qu'un Panasonic, sauf qu'un Panasonic a une très très bonne stabilisation en plein format, et là on est loin d'être en plein format. On a un crop qui est assez significatif de 30%. Voilà, donc c'est plus du tout de l'APS, c'est plus du tout du plein format, c'est plus de l'APS, on va dire H. Donc on est plus proche du crop 1, de l'1.3 que du 1.
Voilà, bien évidemment, les molettes qu'on a sur le A1, qui peuvent être intéressantes. Mais déjà, l'ergonomie de base des Sony modernes est vraiment très très bonne, avec ce switch photo-vidéo SNQ qui est vraiment assez sympa. On a un nouveau grip, le VG C5. C'est marrant parce qu'ils l'ont appelé... Attends, c'est VG... Non, parce que c'était... Attends. Enfin bref, je sais plus s'ils s'appelaient comme ça les anciens grips, si c'était VGC4. Mais qui adapte, voilà, la nouvelle poignée ergonomique, parce qu'il y a ça aussi, une poignée ergonomique sur le A9 III, qui rend d'ailleurs le design assez bizarre, puisque Sony c'est souvent assez carré, et maintenant on a un côté qui est rond, et l'autre côté qui est... donc toutes mes lampes sont décidées de s'arrêter, mes minettes, et un côté qui est carré, donc je trouve pas forcément le design, alors peut-être que j'ai besoin de le voir plusieurs fois avant de l'accepter, mais je trouve pas le design forcément terrible. Et comme je dis, on a ce viseur qui fait à la fois bascule et qui peut à la fois se tourner devant, donc le meilleur qui existe et qui n'était jusque-là que sur la 7R5 et que tout le monde avait trouvé bizarre parce que c'est plus un boîtier spécialisé photo, même s'il fait de la très très bonne vidéo, attention. Hein. Et que d'ailleurs, maintenant que je vois le prix de celui-là, j'achèterais peut-être sûrement le R5 à la place. Oui, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais voilà. On a aussi apparemment des joints qui ont été renforcés sur le boîtier, donc on a une protection qui est encore meilleure. Et avant, depuis la 7S3, c'était déjà vraiment bien. Donc voilà, il n'y a pas forcément, comment dire ça, à s'en faire là-dessus. Mais après, il y a plein de petites fonctions, je ne vais pas forcément aller dans tout. Donc là, il parle des groupes de 120 images, enfin des images de 120 fps, oui. Hop, les deux emplacements de carte. Et voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, il n'y a pas à dire. C'est franchement un appareil photo. Ce sera forcément l'appareil photo à battre. Et comment dire ça, je pense qu'il faut que Canon sorte vraiment quelque chose de béton avec son R1, dont on ne voit toujours pas la tête au final. Hein, c'est pas pour ça que je dis qu'il sera mauvais ou quoi que ce soit. Hein. J'ai un R3, voilà. Calmez-vous si vous êtes canoniste, mais c'est pas forcément le cas si vous regardez une vidéo sur le Sony A9 III. Et donc voilà, ça peut être vraiment un très très bon appareil photo. Comme je vous l'ai dit, hein, l'autofocus sera génial. Les formats vidéo sont vraiment cool. Il y a vraiment des choses cool, la stabilisation dynamique active, le fait d'avoir deux types de cartes différentes, si on veut pas avoir que de CF Express de type A, qui peuvent éventuellement coûter assez cher, avoir 100 images par seconde de rafale, mais pouvoir avoir juste un bouton de boost pour l'activer quand on veut, avoir des dossiers spécialisés pour justement comment séparer ces photos-là des autres et pouvoir choisir la bonne et après peut-être supprimer son dossier. Voilà, il n'y a que des trucs qui sont vraiment assez géniaux. Certes, c'est encore un capteur 24 millions de pixels, mais il ravira et il servira beaucoup de photographes, surtout sportifs. Voilà, on peut faire des choses qui étaient jusque-là impossibles à n'importe quel appareil photo. Et c'est vrai que pour une fois, je peux dire que voilà, c'est un petit peu une révolution au final, hein, surtout pour la synchronisation au flash, où maintenant, il n'y a absolument plus aucune limite, ce qui a toujours été un problème sur les appareils photo. Là, c'est vraiment très bien, donc je pense que voilà, Sony, avec ses petites vitrines technologiques, il renforce, cet aspect novateur et vraiment qualitatif. Et encore une fois, la seule chose qu'il faudra vraiment regarder, c'est la qualité d'image des photos qui sortent du boîtier. Après, peut-être que ceux qui ont, eu le boîtier entre les mains ont déjà vu si la qualité d'image, donc peut-être qu'on aura des rapports avant d'avoir des boîtiers vraiment finis de test. Mais voilà, sinon il faudra attendre en janvier. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, elle a duré un petit peu longtemps. Oui, 1h19. Oula, en effet. C'est pour ça que je commence un petit peu à décliner. Donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. C'est un très bon appareil photo, très cher. Ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, il est assez génial. Salut. Et c'est là que je m'arrête.